Ouais, bonjour à tout le monde. Merci à Laure, Guillaume et Aurélien là, pour l'invitation. Je vais vous parler d'aviation et de greenwashing. Donc, ce n'est pas une entrée qui a proprement parlé dans le manuel de greenwashing, mais on s'est dit que c'était intéressant de parler un peu d'aviation à Toulouse. Et puis aussi, parce que l'aviation, ça fournit un bon un bon exemple des déclinaisons. En fait, Julien et Mickaël vous ont montré un peu les questions qu'on peut se poser quand on est face à des problématiques d'énergie. Voilà, l'idée là, c'est de se dire que ce que ça donne pour l'aviation. Alors, greenwashing aviation, c'est dans les actualités. Voilà, je vais le motiver. Donc, cette petite pub là d'EasyJet qui dit que leur ambition, c'est des vols zéro émission de CO2 d'ici 2050. Et donc, ils ont été, alors je ne sais pas si condamné est le mot, mais en tout cas, le comité, le jury de déontologie publicitaire leur a donné tort là dans un avis en janvier 2022. Donc, il y a des combats à mener et puis il y a des combats à gagner sur ce sujet-là. Alors, on m'a demandé de vous parler d'avion vert. Je vais peut-être vous décevoir. Je pense qu'il ne faut pas parler d'avion vert. Et peut-être que justement, l'avion vert, ce serait le premier élément de greenwashing. Donc, j'ai essayé de structurer ma présentation autour de plusieurs éléments de greenwashing qui tournent autour de l'aviation. Donc, ce qui me dérange dans l'avion vert, c'est pas tant le vert. Bon, le vert, on pourrait dire c'est synonyme de bas carbone, on pourrait s'écharper dessus, mais bon, ok, on pourrait imaginer un avion bas carbone. Le problème de l'avion vert, c'est qu'il cache le mauvais problème. Enfin, il cache le bon problème plutôt. Je pense que les mots sont importants, donc si on se base sur un combat concernant l'aviation, ce n'est pas celui de l'avion vert. Finalement, un avion vert, un avion bas carbone, ça existe, d'accord. Il y a eu des avions, là, finalement, Julien et Mickaël vous ont montré cette photo d'un vol d'Air France 100% de biocarburant. Probablement, si on fait l'analyse au cycle de vie de ce vol, c'est des émissions de CO2 qui sont très faibles, d'accord. Donc, l'avion bas carbone n'est pas le vrai sujet, d'accord. Donc, il ne faut pas se concentrer là-dessus. Le vrai problème, c'est l'aviation bas carbone. Donc, le problème est de ne pas avoir un Paris-Toulouse qui soit bas carbone, le problème est d'avoir une flotte mondiale d'avions qui soit bas carbone. Pour vous donner quelques idées, en 2019, la flotte mondiale d'avions commerciaux, c'est à peu près 30 000 avions qui ont effectué 40 millions de vols, et ça fait un cumul de 56 milliards de kilomètres effectués par les avions. Et donc c'est bien ce passage à l'échelle qui est problématique, et c'est de ça dont il faut qu'on discute. La problématique n'est pas d'avoir un avion bas carbone, mais bien d'avoir une aviation qui le soit. Alors, une petite perspective historique, je pense qu'il est bon d'avoir en tête, et puis pour vous expliquer aussi pourquoi est-ce que cette aviation bas carbone, c'est bien une histoire d'énergie. Ce que je vais vous présenter, c'est ce qui s'appelle la décomposition de Kaya. Donc en fait, vous voyez, ce qui nous intéresse, nous, enfin, quand on regarde le climat, il y a les émissions de CO2, évidemment, c'est une donnée importante. Donc c'est la seule formule de cet exposé. En fait, quand je multiplie et que je divise par la même quantité, je fais rien. Je multiplie par 1, d'accord. Et donc la décomposition de Kaya, elle va exprimer ces émissions de CO2 en 3 termes. Vous voyez, ici je divise par des mégajoules, c'est une quantité d'énergie, donc je divise les émissions de CO2 par l'énergie. Donc comme j'ai divisé par l'énergie, je remultiplie par l'énergie, et puis ici je divise par le trafic, d'accord. Donc ça c'est la quantité de kilomètres effectués par les passagers, et puis comme j'ai divisé par le trafic, je multiplie par le trafic, d'accord. Donc j'ai décomposé les émissions de CO2 en 3 termes comme ça, et la courbe vous montre l'évolution de ces 4 termes. Alors je vais les détailler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité carbone. Donc c'est la quantité de carbone qui est contenue dans l'énergie. Donc combien est-ce que j'ai de carbone dans un mégajoule d'énergie? Et ce qu'on voit, c'est que cette quantité, cette intensité carbone, elle est restée constante au cours du temps, depuis le début de l'aviation, parce qu'en fait, essentiellement, on utilise le même vecteur énergétique, c'est le kérosène. Donc ça n'a pas changé depuis le début de l'aviation, et depuis les années 70, là, sur ce graphe. Alors après, on a multiplié par l'énergie, donc on se retrouve avec l'énergie, et puis on va le diviser par le trafic. Et là, on se retrouve avec ce qui s'appelle l'intensité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut pour un service donné, là, pour faire 1 kilomètre à un passager. Et donc vous voyez, cette intensité énergétique, elle a été divisée par 5 en 50 ans, ce qui fait du secteur aéronautique un des plus performants et efficaces d'un point de vue, un des plus performants d'un point de vue efficacité. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, pour faire 1 kilomètre à un passager, il faut 5 fois moins d'énergie qu'il n'en fallait il y a 50 ans. Et ça, il y a peu de secteurs d'activité peu de secteurs industriels, technologiques qui peuvent se vanter de faire des exploits, des résultats aussi élevés, aussi performants. Donc ça, il faut le reconnaître au secteur aérien. Et le terme qui manque dans l'équation de Kaya, c'est le trafic. Et c'est là où le bas blesse. Donc dans le même moment où l'intensité énergétique était divisée par 5, en fait, le trafic, il a fait x13. Et donc, quand on fait trafic fois intensité, ce qu'on se trouve, c'est avec les émissions de CO2. Et donc, en fait, en 50 ans, les émissions de CO2 du secteur aérien, elles ont fait x3.
Donc il y a vraiment deux choses à ressortir de là. Enfin, on peut en ressortir pas mal, mais la première, c'est qu'on est vraiment sur une problématique de trafic, okay, puisque le trafic, historiquement, a cru bien plus vite que les gains d'efficacité qui sont pourtant remarquables. Et le deuxième enseignement, finalement, c'est que quand on parle d'aviation verte ou d'avion vert, c'est bien ce terme au milieu, là, que j'ai encadré en orange, c'est ce terme dont on parle. C'est-à-dire que ce levier de la quantité de CO2 qui est contenu dans l'énergie, c'est constant dans le temps, et c'est finalement le levier principal que les acteurs du secteur aéronautique envisagent aujourd'hui pour faire baisser les émissions de CO2 du secteur. Et donc c'est sur ce levier-là dont je vais vous parler. Mais ça montre bien que cette aviation verte, là, c'est une histoire d'énergie. Alors, vous avez peut-être, on est dans la ville d'Airbus, vous avez peut-être tous vu cette pub. C'est le projet d'Airbus d'un avion zéro émission. Donc là, on est évidemment en plein greenwashing. Et c'est un bon cas d'application finalement des questions que Julien et Mickaël vous ont exposées. D'accord. Donc face à l'avion à hydrogène, si on porte un regard un peu critique là-dessus, on peut se poser plein de questions. Voilà, moi j'en ai énuméré 3 ici. C'est finalement la première question que Julien et Mickaël vous ont présentée. Est-ce que ça répond à l'urgence? Deuxième question, c'est ce qu'ils ont appelé l'énergie primaire. Donc est-ce que ce vecteur énergétique, il est vraiment décarboné? Comment il est produit? Et troisième question, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace? Alors il y a une question qui est facile à répondre, c'est la première. Donc l'avion à hydrogène n'est en rien une réponse à l'urgence climatique. Peut-être que la technologie sera prête, Airbus dit 2030, 2035, c'est des projets industriels sur lesquels il y a souvent du retard, disons 2035. En 2035, la techno sera prête, donc on aura peut-être un avion à hydrogène. Je vous ai dit, il y a 30 000 avions dans la flotte. Donc il faut encore que cet avion à hydrogène il se déploie dans la flotte. Par ailleurs, la flotte, ce n'est pas que des Airbus. Donc Boeing, à ma connaissance, aujourd'hui, c'est pas positionné sur les avions à hydrogène. Donc toute la flotte, en 2035, loin de là, sera composée d'avions à hydrogène. Par ailleurs, concevoir un avion à hydrogène, c'est un vrai défi technologique, et aujourd'hui, Airbus se positionne sur un segment de l'aviation. Donc ce sera soit les courts ou les moyens courriers, plutôt a priori les courts courriers. Et les courts courriers représentent 30% de la flotte, 30% des émissions du secteur aérien. Donc si vous mettez tout ensemble, évidemment, on s'aperçoit qu'en 2050, l'impact de l'avion hydrogène sera probablement faible. Il y a des études scientifiques qui corroborent ça, et même la presse, la BFM TV s'en était fait l'écho ici. Avion à hydrogène, Airbus ne voit pas de décollage avant 2050. Donc l'avion à hydrogène n'est en rien une réponse à l'urgence climatique. Quand bien même on aurait un avion à hydrogène aujourd'hui, imaginons que la techno soit prête, on peut se demander quelle est la source d'énergie primaire. Comme l'ont dit Julien et Mickaël, l'hydrogène, ce n'est pas quelque chose comme le pétrole qu'on creuse et on le récupère. Encore, il faut le produire. Alors aujourd'hui, la production d'hydrogène est extrêmement carbonée. Si on doit produire de l'hydrogène liquide, pour l'embarquer dans les avions, ça doit être sous forme liquide. Les émissions qui correspondent sont de l'ordre de 150 grammes de CO2 par mégajoule, donc ce qu'on appelle l'intensité carbone. Et alors 150 grammes de CO2 par mégajoule, ça ne vous parle peut-être pas, mais en fait le kérosène aujourd'hui dans les avions, le kérosène pour l'aviation, c'est 90 grammes de CO2 par mégajoule. Et donc là, ça illustre juste ce que mentionnait Mickaël, c'est-à-dire qu'avec les méthodes de production actuelles de l'hydrogène, si on utilisait l'hydrogène à la place de kérosène, par exemple, en fait on augmenterait les émissions de CO2. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'hydrogène devienne intéressant d'un point de vue climatique? Il y a besoin de le produire de manière décarbonée. Ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est de le produire par électrolyse de l'eau. On a besoin d'électricité, donc il faut développer des capacités extrêmement importantes d'électrolyse. Et puis surtout, il faut avoir de l'électricité bas carbone. Je vous rappelle le petit dessin qu'avait montré encore Mickaël. C'est-à-dire que si cette électricité, on la produit à partir de charbon, on va avoir le même phénomène et on ne va rien avoir gagné. Donc il y a deux conditions, il faut développer l'électrolyse et il faut de l'électricité bas carbone. Et ce qu'on peut estimer en fonction de l'évolution du prévu, anticipé du mix électrique, c'est que typiquement, de toute manière, quand bien même on aurait un avion à hydrogène, ces émissions ne seraient pas inférieures à celles du kérosène avant quelque chose comme 2040 en ordre de grandeur. Et donc là, on reboucle sur l'urgence. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace? Donc à la Techopole, on s'est amusé à calculer quelle énergie il faudrait si on voulait alimenter tous les avions qui partent de Charles de Gaulle. Donc là, on se retrouve aussi sur des ordres de grandeur très importants. Il faudrait couvrir un département comme à peu près le Morbihan d'éoliennes, pour fournir suffisamment d'hydrogène. Alors donc ça prend quand même pas mal de place. On pourrait prendre moins de place avec du nucléaire, mais là, on est sur des quantités aussi très importantes. Il faudrait de l'ordre de 16 réacteurs nucléaires. Alors si 16 réacteurs nucléaires, ça ne vous parle pas, il faut savoir qu'on en a 56 en France. Donc on est sur des quantités d'énergie très importantes qui peuvent requérir
beaucoup d'espace. Alors, troisième élément de greenwashing, je reviendrai dessus, ce sont les biocarburants. Donc IATA, c'est un lobby du secteur aérien. On peut trouver cette petite vidéo là, si vous voulez savoir ce que c'est un carburant durable pour l'aviation, vous pouvez aller voir cette vidéo, elle est assez instructive. Vous voyez, les biocarburants, l'idée c'est de prendre de la biomasse qui prend le CO2 dans l'air, qu'on convertit en carburant, qu'on met dans l'avion, qui envoie le CO2 dans l'air, etc. Donc l'idée c'est que ça fasse un cycle qui soit vertueux, vous voyez, puis s'il y a un cycle, ça veut dire qu'on ne change pas la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et donc IATA nous dit que ça a zéro impact sur le climat. Donc, évidemment, là on est en plein greenwashing. Donc voilà, face à ce biocarburant, on peut avoir la même démarche de se poser des questions critiques et de se dire, ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter? Donc quid de la production? Okay, la question du stock se pose, et puis la question des impacts autres que le climat. Alors la production décarbonée, IATA nous dit que c'est 0 g de CO2 par mégajoule ou par ce que vous voulez. Évidemment, c'est faux. Quand on produit un biocarburant, il y a des émissions qui sont liées par exemple à la culture de la biomasse. Il y a des émissions qui sont liées à la conversion de la biomasse en carburant. Et puis aussi et surtout, il y a des émissions qui sont liées au changement d'usage des sols, le fait qu'on va déforester pour planter des cultures bioénergétiques. Et alors là c'est extrêmement délicat. Sur les émissions liées au changement d'usage des sols, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a des fortes variations entre la matière première, les voies de production envisagées, etc. Et puis ça repose, en fait, ces émissions, notamment ce qu'on appelle les émissions indirectes, ça repose sur des modèles socio-économiques. Si je remplace un champ de blé par un champ de miscanthus, mon champ de blé il va être mis ailleurs, et quelles sont les émissions liées à ça? Donc ça, c'est extrêmement délicat à estimer. Alors, il y a des biocarburants qui sont vertueux, dans un rapport qu'on a écrit avec des collègues de l'ISAE, ce qu'on a retenu comme valeur représentative, c'est des émissions qui sont de l'ordre de 20 grammes de CO2 par mégajoule. Donc on n'est pas à zéro, mais il faut reconnaître quand même qu'on est passé de 90 pour le kérosène à 20 pour le biocarburant. Donc ça peut être intéressant, mais ça n'est pas zéro. Les biocarburants, en fait, ils ont un autre problème, c'est le problème du stock. Alors Guillaume, il a dit, voilà, si toute l'aviation avait des biocarburants, c'est 90% de la bioénergie. C'est des calculs qui sont hyper difficiles à dire, à faire. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Voilà, de quelle disponibilité de bioénergie on aura en 2050, quelles sont les voies de production qu'on envisage, quelle est l'évolution du trafic et donc la demande. Bref, j'ai renoncé à vous donner un chiffre. Et puis finalement, il n'y a pas tant besoin que ça de vous donner un chiffre sur les biocarburants, parce que ce qui est assez intéressant, et donc là finalement, c'est peut-être un élément qui n'est plus du ressort du greenwashing, mais il y a un consensus, et j'ai envie de dire même au niveau industriel, que les biocarburants seront une ressource limitée pour le secteur aérien. Donc finalement, tous les acteurs du secteur s'accordent là-dessus. Alors où est la limite, on peut discuter, mais bon, il y a un consensus pour dire qu'il n'y aura pas assez de biocarburants pour faire voler tous les avions. Tout le monde s'accorde là-dessus. Alors, j'avais mis le sous-titre de mon intervention, j'avais dit, voilà, est-ce qu'on aura assez d'huile? Est-ce qu'on mange assez de frites pour faire voler tous les avions? Ça, par contre, on peut y répondre, il n'y a pas trop de problème. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2019, l'aviation a utilisé 14 hexajoules. Bon, d'accord, c'est une mesure d'énergie, 14 d'une certaine unité. Et les huiles de cuisson, on estime que le stock au niveau mondial, c'est de l'ordre de 1. Et ça, encore, c'est si on faisait tout le tour de tous les McDo du monde et des trucs et qu'on récoltait toute l'huile et puis qu'on se disait, on va donner tout ça à l'aviation. D'accord. Donc là, on peut répondre de manière assez affirmative que non, les huiles de cuisson ne suffiront pas. Les biocarburants posent d'autres problèmes aussi lors de la culture de la biomasse. Ils ont pas mal d'autres impacts en fait que juste l'impact climatique. Il y a évidemment la problématique de l'usage des sols que Junior et Mickaël encore ont évoqué. Donc un usage important des sols avec un impact sur la biodiversité, compétition avec l'alimentation humaine. Il faut savoir que les biocarburants qu'on appelle de première génération ont été limités en Europe. Ils n'ont pas le droit de faire plus de 7% d'un carburant donné. Ils ont des impacts sur l'utilisation d'eau aussi, La culture de bioénergie peut être très consommatrice d'eau potable. Et puis on a besoin d'intrants aussi, et puis c'est là aussi peuvent se faire les émissions liées à la culture de la biomasse, mais qui peuvent venir éventuellement déséquilibrer les cycles naturels de l'azote et du phosphore. Donc plein d'autres impacts. Alors biocarburant, hydrogène, c'est peut-être des éléments de greenwashing dont vous aviez entendu parler, c'est des trucs assez publics, vous voyez, je vous ai montré ces petites vidéos là, on a l'impression que c'est magique. Et puis il y a un autre niveau de greenwashing qui rejoint ce que Laure, Guillaume et Aurélien mentionnaient en introduction, c'est-à-dire qu'à un niveau supérieur, le greenwashing, c'est aussi le verrouillage finalement de l'avenir et l'impossibilité de faire des bifurcations. Et à mon sens, ça c'est ce que sont en train de faire les lobbies industriels par la production en fait, de scénarios comme ceux que je vous montre ici.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse de ces scénarios, mais comment, ici, vous voyez la courbe en haut, ce serait ce que seraient les émissions de CO2 si on ne faisait rien. C'est le scénario tendance néal, business as usual. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'en étant hyper volontariste, en développant pas de techno et en étant hyper intelligent, on fait diminuer ces émissions. D'accord ? En bleu, c'est grâce à la techno, en orange, c'est ce qu'on appelle les opérations, et en vert, c'est cette partie de carburant durable. D'accord ? Et vous voyez, donc pour le secteur aérien, les émissions de CO2, la diminution des émissions de CO2, elle va venir de ces carburants alternatifs. Donc quand je vous disais que c'était une histoire d'énergie, c'est ce qu'on voit ici. Donc ATAG, qui est un autre lobby industriel, a fait un rapport en 2020 où ils ont produit la courbe qui est en haut. D'accord ? Et leur objectif, l'objectif de l'industrie en 2020, c'était de diminuer les émissions de 50% par rapport au niveau de 2005. Un an plus tard, ils sortent un rapport, et en fait, leur objectif, c'est devenu net zéro en 2050. C'est super. Et quelle est la différence entre l'édition de 2020 et l'émission de 2021? C'est ce qu'on appelle en fait les électrocarburants. Donc ils ont sorti leur baguette magique électrocarburants. Et donc on peut attendre avec impatience l'émission de 2022 où on apprendra que peut-être l'aviation est puits de carbone. Alors un dernier élément de greenwashing, ce sont ces électrocarburants, vous voyez, qui sont au cœur des scénarios industriels actuellement. Je ne rentre pas dans les détails, les électrocarburants, en fait, l'électrocarburant, c'est des carburants qu'on fait à partir d'électricité. Donc on a juste besoin d'électricité pour faire ces carburants. Puis on peut se poser les mêmes questions critiques sur cette nouvelle source magique d'énergie. Est-ce qu'elle répond à l'urgence? Non. Donc là, on est en plein technosolutionnisme. Les électrocarburants, c'est quelque chose qui existe au mieux à l'état de prototype aujourd'hui, mais qui sont essentiellement dans les labos de recherche. Le PDG de Total avait fait une intervention publique il n'y a pas si longtemps que ça pour dire que les électrocarburants, peut-être qu'en 2000-2035, on en aura un petit peu, mais voilà. Après, il y a le même écueil que pour l'hydrogène, fait à partir d'électricité que je vous ai dit, c'est-à-dire que comme c'est une solution à base d'électricité, de toute manière, ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment où le mix électrique est suffisamment décarboné. D'accord ? Et ce que montrent les études scientifiques, c'est que pour les électrocarburants deviennent intéressants, on est sur le même ordre de grandeur que l'hydrogène 2040 dans ces eaux-là. Et puis il y a un problème de stock, c'est une voie de production qui a un très mauvais rendement. C'est-à-dire que pour obtenir 1 mégajoule de carburant, il faut de l'ordre de 2 à 4 mégajoules d'électricité. D'accord ? Donc il y a beaucoup de pertes. Donc on a besoin de beaucoup d'électricité. Alors sur l'électricité, on n'est pas sur le même genre de limite que la biomasse, d'accord ? Il n'y a pas une limite a priori physique, peut-être, on va dire, sur la quantité d'électricité dont on peut avoir besoin. On est surtout des limites de vitesse de déploiement. Mais ce qu'on a fait avec des collègues de mon institut, c'est on a regardé un rapport européen là, qui disait, voilà, en 2050, qu'est-ce qui se passerait si on avait des avions à hydrogène, d'accord, faits à partir d'électrolyse et ces PTL, là, ces électrocarburants. Et la quantité d'électricité dont on aurait besoin dans leur scénario, ça représente entre 30 et 85% de l'électricité produite au niveau mondial quand on compare ça au scénario du GIEC. Donc évidemment, on se doute qu'on ne va pas utiliser la moitié de l'électricité produite pour faire voler des avions, mais c'est le genre de question que ça pose. Alors, contrairement à Michael, j'avais préparé une planche quand même pour ne pas donner l'impression que tout est à jeter. Donc je pense que la problématique est de ne pas être perçu, enfin en tout cas de ne pas être ni anti-techno ni anti-aviation, ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Je pense que c'est hyper important que ces solutions technologiques qu'on met en avant, on les remette à leur bonne place. Donc concernant ces promesses technologiques d'avions à hydrogène, d'électrocarburants, bon, pourquoi pas, allons-y, développons-le, d'accord, mais ce n'est pas une réponse à l'urgence. Peut-être que ça nous permettra d'envisager une aviation qui soit réellement bas carbone en 2050. D'accord ? C'est ça leur place, c'est ça que devrait être leur place dans le débat public. Les biocarburants, par contre, ça c'est vraiment une solution qui est mature aujourd'hui technologiquement. On peut produire aujourd'hui des biocarburants dont les émissions sur l'ensemble du cycle de vie sont faibles. Donc c'est des solutions technologiques qui sont effectivement potentiellement vertueuses. Mais cette histoire de stock et d'impact autre que le climat montre que ça ne peut être vertueux qu'à petite échelle. Et tout le monde s'accorde là-dessus pour dire qu'il n'y aura pas une quantité arbitraire de biocarburants. Donc oui, mais à petite échelle. Et donc tout ça pointe vers le doigt que, ok, discussion techno, remettons la techno à sa place, et la discussion à avoir, la réflexion qui est indispensable, c'est la réflexion sur l'usage, d'accord ? Dans un monde bas carbone, avec potentiellement moins d'avions, quels sont les usages qu'on garde pour ce secteur d'activité ? Et puis évidemment, ça pose la question de la décroissance du trafic et donc de l'anticiper, d'autant plus pour une région comme Toulouse. C'est quelque chose qui se réfléchit évidemment.
Et là, je vous renvoie, si c'est des réflexions qui vous intéressent, vers un collectif qui s'est monté à Toulouse et qui s'appelle Pensons l'aéronautique pour demain. Je vous remercie. Merci Florian pour ta présentation très intéressante. Tu as terminé en disant qu'il ne fallait pas être anti-techno et qu'on pouvait se lancer dans des projets d'avions à hydrogène par exemple. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir l'impression que c'est un détournement de milliards d'euros qui va continuer à alimenter une filière du coup qui ne va pas du tout prévoir sa décroissance mais peut-être juste en profiter? Et ça me fait penser aussi à ce qu'on entend, ça n'a rien à voir, mais actuellement sur le quantique et l'informatique quantique, où chaque semaine il y a un truc de presse là-dessus, le plan quantique des milliards, alors que sans doute ça ne marchera jamais l'ordinateur quantique. Du coup, enfin, moi je suis un peu partagé, je ne dis pas que je suis anti, mais voilà, je voulais avoir ton sentiment là-dessus. J'ai envie de faire la même réponse qui a été faite à l'exposé d'avant, c'est-à-dire que évidemment, investir dans l'hydrogène dans notre structure socio-économique actuelle a probablement des écueils. Mais donc je serais plutôt d'accord avec toi dans le système actuel, mais ce que je voulais dire, c'est que technologiquement, ce serait dans le champ du possible, quoi. Et peut-être que dans un autre système socio-économique, où on maîtriserait l'effet rebond, où on n'aurait pas une incitation à la concurrence et tout ça, ce serait une chose qui serait juste bonne à faire. Et dans le système qui est le nôtre, c'est un peu ce qu'on voit dans le plan de relance. Effectivement, je pense qu'on peut être critique sur la manière dont ça a été fait et sur les nombreux écueils qu'il y a. Ouais, je partage ton analyse. Bonjour, merci pour tous ces chiffres. Je vais pouvoir les utiliser pour discuter avec, je suis là, avec mes anciens collègues d'Airbus et je vais me régaler. Ma question c'était plus sur l'aspect social aussi. On sait qu'il y a à peu près dans le monde entre 80 et 90% des gens qui prennent pas l'avion, ou qui n'ont pas pris l'avion en tout cas. Donc quand on essaye de réfléchir sur un monde un peu plus durable, on a tendance à essayer d'avoir une réduction des inégalités et justement, est-ce que l'aviation en elle-même, on ne peut pas l'enterrer direct, enfin, en tout cas, telle qu'on la connaît actuellement, sur des questions d'éthique en fait. Si on réfléchit, ouais, aviation et inégalité, donc les dernières études, moi, que je connaisse, effectivement, qui regardent ça, c'est 10% de la population mondiale qui prend un vol chaque année. D'accord, donc c'est vrai que ça c'est important parce qu'on dit souvent le secteur aérien c'est 2 à 3% des émissions, pourquoi vous nous emmerdez, mais c'est 2-3% des émissions effectivement faites par 10% de la population. Et puis après on a le même phénomène parmi ces 10%, encore les 10% de ces 10% font la moitié des émissions, mais ça c'est un truc qui est assez classique un peu dans tous les secteurs assez inégalitaires. Mais l'avion est particulièrement inégalitaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire que vraiment les super flyers ils font une grosse partie des émissions. Donc factuellement, c'est vrai que l'aviation est un secteur très, très inégalitaire. Petit ordre de grandeur, si aujourd'hui on divisait l'ensemble du trafic effectué, l'ensemble des kilomètres effectués au niveau mondial, et qu'on répartissait ça équitablement entre tous les habitants de la planète, on serait sur un, je ne sais pas s'il faut l'appeler quota, mais on serait en moyenne à 1000 km par personne. Donc si on voulait répartir les trajets qui sont faits en avion aujourd'hui équitablement au niveau mondial, chaque personne aurait le droit à 1000 km en avion. Et donc clairement, ça pose la question si on se dit que faire 1000 km en avion, ça ne sert à rien, et que donc que si je prends l'avion, c'est pour faire 10 000 km, il faudrait un trafic qui fait x10 pour que tout le monde puisse faire 10 000 km. Enfin, bref, ça paraît assez évident que l'usage de l'avion tel qu'on le connaît aujourd'hui ne peut pas se généraliser à l'ensemble de la planète. Paraît assez clair. Voilà. Après, je pense que voilà, c'est la réflexion que je disais sur. Je n'ai pas de réponse sur la question que je pose là de manière très honnête sur quels usages garder pour l'aviation. Est-ce qu'il faut l'enterrer complètement ou garder certains usages? Mais je pense que c'est une vraie question à poser. On pourrait se dire, on fait une loterie puis on a un voyage tous les 10 ans, ou chacun a le droit à un voyage tous les 10 ans si on veut en garder un peu, ou alors on l'enterre complètement. Je pense que c'est des vraies options. Dont il faudrait débattre. Mais quels usages garder pour l'aviation? Je n'ai pas de réponse. C'est une réponse personnelle, mais en tout cas, je pense que poser la question est indispensable. Alors moi, je pense si on t'a demandé de faire un sujet sur l'avion vert, l'aviation verte,
on t'a en fait posé une colle parce que tout à l'heure Guillaume nous a expliqué que le greenwashing dépendait essentiellement aussi d'un principe qui était la pensée en silo. Et là, effectivement, on t'a enfermé dans une pensée en silo puisqu'on t'a demandé de penser l'aviation en dehors du monde dans lequel l'aviation existe. Donc effectivement, là, on t'a donné une injonction paradoxale et je ne sais pas comment tu vas faire en fait. Alors, c'est pas vraiment une question, mais je vais rebondir. Ça met, à titre personnel, vous mettez le doigt sur, en tout cas moi, des doutes que j'ai effectivement dans mes activités quotidiennes sur ces sujets-là. À la fois, évidemment, on a envie de sortir du silo, d'accord. Si on s'attaque au système complet dans son intégralité de but en blanc, c'est aussi un petit peu désarmant et un petit peu déroutant. Donc, je pense qu'il y a un peu un mix des deux à faire, à trouver un équilibre. Là où ça l'était un peu, mais finalement j'ai botté en touche, c'était un peu transparent sur cette histoire de stock de biocarburants. Donc là, là ça touche à des problèmes de scénario, d'énergie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas franchement répondre à la question, par exemple, de combien de biocarburants pour l'aviation il y aura, si on raisonne en silo. Parce que typiquement, la bioénergie, on va s'en servir pour faire des biocarburants pour la route, pour peut-être le maritime, on va s'en servir peut-être pour divers usages comme le chauffage ou autre. Donc il y a plein d'utilisations potentielles de la biomasse, de la bioénergie, qui font que ce sont des questions. Et donc là, on sort de cette discussion silo. Et justement, c'est ça qui est délicat dans ces scénarios de prospective. À la fois, on a envie de faire tous les secteurs d'un coup, mais d'un autre côté, chaque secteur aussi, quelles sont les possibilités d'évolution du secteur aéronautique. On a besoin de regarder le secteur, ce qui se passe dans ce secteur. Ce qu'il faut savoir là, par exemple, dans les scénarios industriels, c'est que eux, ils disent, on aura une part assez importante de la biomasse parce que l'aviation, c'est un secteur qui est dit hard to abate, qui est difficile à décarboner. Bon, on comprend pourquoi les industriels font ça. On aimerait que ce soit un sujet de discussion et de débat public, mais voilà, ce genre de courbe, en fait, nécessiterait d'être placé de manière intersectorielle pour sortir de cette pensée. Oui, bonjour. Alors moi je suis Catherine Tolowski, je suis militante à l'origine du bruit des avions, parce que il y a plusieurs pollutions, et entre autres donc celle-là. Je peux vous dire que je rencontre en ce moment, donc par exemple tous les candidats aux législatives, un par un sur Mars-Circo, qui comprend Blagnac. On est quand même très très mal parti entre le discours que vous tenez sur l'aviation eu égard au réchauffement climatique et le discours qui est tenu par nos politiques à Toulouse. Et donc j'ai franchement l'impression d'un discours qui est schizophrénique. Il y a un discours qui est scientifique et il y a un discours politique qui est extrêmement rassurant, qui est technophile plus, et qui tend à dissimuler tout ça. Je trouve qu'on est vraiment dans une ville, et je salue donc l'existence du collectif Pensons à l'aéronautique pour demain, qui doit être fer de lance là-dessus. Je me souviens de l'intervention brillante de Julien Carré face à Bertrand Piccard, qui nous avait bien fait rire, merci, beaucoup. Ça fait du bien de temps en temps, ce genre de choses, de montrer qu'à Toulouse, il y a aussi des intelligences qui ne sont pas dans le greenwashing. Ceci dit, je trouve qu'on est vraiment dans la quadrature du cercle ici. Comment en sortir? Comment arriver à porter cela au-delà des séminaires de la Técopole? D'autant que si on prend au niveau mondial, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Stay Ground, dont nous sommes des atterristes, comme on dit. Je ne vois pas trop que ça bouge effectivement ailleurs. Et par exemple, chez Boeing, qu'est-ce qui va se passer à cet égard-là? Moi, j'étais hier avec un candidat donc, aux législatives sur Mars-Circo qui m'expliquait d'abord que Toulouse allait crever s'il n'y avait plus d'avions. Et donc vraiment, c'est la peur en permanence qu'on manie quand on parle de ça. Et par ailleurs, extrêmement rassurant sur le fait qu'on va pouvoir continuer et que c'est une nécessité parce qu'on en a besoin. Donc je suis absolument effrayée de l'incompétence des politiques sur ces sujets-là, parce qu'il s'agit bien d'incompétence. Comment on fait pour éduquer ces gens? Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, d'essayer de faire à cet égard?
Je ne sais pas qui est le vous, mais je vous réponds à titre très très personnel. Moi, à titre personnel, voilà, j'essaie de me positionner à partir de ma position d'enseignant-chercheur et donc de travailler sur ces thématiques-là. Avec des collègues dont un est présent ici, on a produit un rapport. Si ces questions-là vous intéressent, je vous invite à aller le voir. Il est mentionné par exemple en bas. On a essayé de faire un état de l'art des questions aviation-climat, voilà, ce que les scientifiques disent là-dessus, la littérature scientifique, etc. Et c'est un rapport qu'on arrive à diffuser, qu'on arrive à présenter à des industriels, à des politiques, à des militants. Voilà ma réponse à votre question. Et peut-être plus généralement par rapport à l'ouvrage et aux activités de la Techopole, elle joue aussi dans ce cadre-là. L'idée, c'est d'essayer de produire les discours les plus sérieux, honnêtes et rationnels possibles, sachant que la raison arrive encore à ouvrir des portes pour permettre de développer les discours et de présenter ce genre de choses-là dans tous les instances. Après, on sait aussi très bien qu'il y a tout un ensemble de structures, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, et de jeux d'intérêt, de pouvoir, etc., qui sont extrêmement corsetés, extrêmement verrouillés, et qu'on ne fait pas bouger les choses par le seul fait d'avoir raison. Mais bon, voilà. En tout cas, ce genre de travail, de notre point de vue, participe au moins à rendre lucide sur les enjeux, et c'est au moins une précondition pour arriver à faire changer les choses sur ce plan-là. C'est une des raisons pour laquelle on dit aussi dans l'ouvrage pourquoi on produit sempiternellement cette forme de greenwashing, ou pourquoi on a tant d'incapacité à se saisir en profondeur de ces usages-là, de ces questions-là, c'est parce que la catastrophe écologique demande une transformation profonde des structures de nos sociétés, du point de vue économique, la place et le rôle de l'emploi, du travail, du point de vue technique, du point de vue culturel aussi, et on ne change pas comme ça, on ne transforme pas une civilisation comme ça. Donc c'est normal que ça résiste de toutes parts et que ce soit complexe. Tout ce qu'on peut essayer de faire, encore une fois, c'est de rendre clair la nécessité de penser cette transformation profonde. Et bon, voilà, je ne sais pas, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Il va sans doute falloir passer à la prochaine. On prend une question qui est restée. Gaël avait pris le micro. Et après, on passera à la présentation suivante. Merci. Peut-être faudrait voir la nature des emplois qui sont créés et pour qui sont créés ces emplois. À mon avis, ces emplois qui sont créés pour des gens qui viennent d'ailleurs que de Toulouse. Ça crée très très peu d'emplois sur Toulouse. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Encore une question qui a trait à l'économie. On est sur un secteur qui est assez particulier et quand on parle avec les jeunes, y compris ceux qui sont assez sensibilisés aux questions environnementales, on voit que c'est un sacrifice qu'ils auraient du mal à faire quand même, se passer de l'avion une fois de temps en temps au moins pour aller dans un autre pays, voir ce qui s'y passe, et pour l'échange culturel, et pour le tourisme, et pour la curiosité, etc. Donc ça veut dire que probablement il va falloir garder un peu d'aviation, et on est sur des secteurs qui sont assez particuliers parce que ça nécessite énormément d'investissement pour faire fonctionner ces secteurs-là. Ça veut dire qu'il faut un minimum de flux pour que ce soit rentable. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes, je sais pas, de fabrication d'avions, ou en termes de, tu vois, Airbus, il faut qu'il sorte combien d'avions par an pour être rentable? Une compagnie aérienne, combien de kilomètres il faut qu'elle fasse pour être rentable? Je ne saurais pas te répondre, désolé. C'est pas grave. En tout cas, merci pour ta présentation.